Une intersyndicale de l'éducation dans les rues ce matin pour protester contre la réforme du Code du travail. Très peu de manifestants chez nous. Une cinquantaine de personnes étaient mobilisées en tout à Cayenne et Saint-Laurent. L'inauguration officielle de l'Université de Guyane s'est tenue ce matin en présence du secrétaire d'État à la recherche et à l'enseignement supérieur. Une cérémonie symbolique pour l'établissement autonome après un long combat. Nous recevrons ce soir l'ancien président du Conseil général et actuel représentant de l'opposition à la CTG, Alain Tianyong. Nous reviendrons sur le rapport qui fait état d'un déficit inquiétant pour la CTG, la part de l'ex-assemblée départementale et la ligne de conduite de l'opposition. Et puis nous parlerons du bateau solaire, le Sissi, qui végète sous un hangar à Irakubo. Il avait été acheté par l'ancienne municipalité pour développer le tourisme. Il n'a jamais été utilisé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre tranche info de ce mercredi 9 mars. On démarre ce journal avec les manifestants dans les rues aujourd'hui pour protester contre la loi travail. Le mouvement national a été peu suivi chez nous, malgré la mise en place d'une intersyndicale à Cayenne. Une trentaine de personnes se sont rassemblées ce matin au rond-point du rectorat, brandissant banderoles et pancartes pour tenter de faire entendre leur voix contre cette réforme jugée dangereuse pour l'avenir de la jeunesse. Mia Pierre. De la loi travail, de la loi travail, de la loi travail. Retrait de la loi travail, la jeunesse droit des salariés et autres slogans recyclables résonnent au rond-point du rectorat de Cayenne. C'est la première mobilisation contre le projet de la ministre El Khomri et du gouvernement français. Au moment où on a 50% de la jeunesse qui est au chômage, au moment où dans le pays on a 30% de la population active qui est au chômage, on ne peut pas nous raconter d'histoire et nous faire croire que la loi travail, qui va précariser les travailleurs, va créer de l'emploi. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Ce projet est inacceptable. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas pour les salariés de Guyane. Nous n'en voulons pas pour la jeunesse de Guyane qui sera la première concernée demain. Quand on voit le taux de chômage, la précarité que subissent nos jeunes et les salariés, nous demandons au gouvernement, nous exigeons du gouvernement le retrait de ce projet de loi. Après la distribution de tracts, le cortège constitué d'une trentaine de fonctionnaires prend la direction de l'Université de Guyane, où le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur procède à l'inauguration officielle. Face aux manifestants, les forces de l'ordre érigent une barrière. On ne nous laisse pas passer. Donc appuyez-nous quand même aussi pour notre propre petit monde qui est là. Laissez-nous passer s'il vous plaît. Ne pouvant plus avancer, déterminés, c'est sur place qu'ils tenteront de se faire entendre. Ce gouvernement n'est pas de gauche. Ce projet de loi n'est ni plus ni moins que le projet du MEDEF qui vise à précariser l'emploi, à marchandiser le salariat et à pouvoir licencier comme bon lui semble. Et ce qui est derrière ce projet, c'est toujours générer de plus en plus de profits pour le patronat. Il y a un vrai problème dans la société de redistribution des richesses. Et ce n'est pas en précarisant l'emploi que nous développerons les richesses à l'intérieur du pays. Il existe pour l'heure qu'un avant-projet de la loi adressé mi-février au Conseil d'État. Ce texte qui prévoit une réforme du Code du travail est donc toujours en cours d'écriture. Mais pour tous ceux qui sont descendus dans les rues de France ce jour, ce projet de loi place les salariés sous la menace et le chantage à l'emploi. Et une mobilisation également peu suivie à Saint-Laurent-du-Maroni. Une dizaine de personnes se sont rassemblées ce matin sur la place des Fêtes contre cette réforme du Code du travail, inquiets eux aussi pour l'avenir des salariés et des futurs travailleurs. On écoute à ce propos le porte-parole de l'intersyndicale au micro de nos correspondants sur place. Nous sommes ici donc pour montrer notre désaccord avec la loi El Khomri sur le travail, qui est une régression sociale qui va vraiment toucher de plein fouet les travailleurs, notamment sur les licenciements abusifs, le temps de travail. En Guyane, cela va mener à encore une paupérisation des travailleurs, puisque déjà nous sommes déjà dans un département qui de manière générale est assez pauvre. Donc nous luttons contre cela, puisque déjà nous avons quand même des conditions sociales très difficiles dans notre pays. Nous connaissons en Guyane un taux de chômage très élevé, l'un des plus élevés donc, de France, et ça ne ferait qu'aggraver ce taux. Retour à Cayenne où de nombreux représentants de secteurs socio-éducatifs se sont réunis ce matin au campus de Troubiran pour l'inauguration officielle de l'Université de Guyane. Une cérémonie en grande pompe qui s'est tenue en présence notamment du secrétaire d'État à la recherche et l'enseignement supérieur. De passage dans le département, un grand moment symbolique surtout après la première rentrée solennelle en septembre dernier. Xavier Paul Lepelletier.
La salle est comble, les invités sur leur 31 et la solennité est de mise. Ce matin, c'est l'inauguration officielle de l'Université de Guyane, le fruit de décennies de mobilisation pour un apprentissage du savoir parfaitement autonome. Venu spécialement de Paris, le secrétaire d'État à la recherche et à l'éducation supérieure est bien conscient de l'étape franchie et dont les fruits vont bénéficier à l'ensemble de la nation. Je crois que la Guyane a aujourd'hui 3 ou 4 priorités de spécialisation en matière scientifique qui sont autant de chances pour les étudiants et pour la Guyane et même pour le pays. Je pense que le travail qui se fait ici autour des questions de santé globale et de santé tropicale, la recherche de nouveaux médicaments contre des maladies tropicales qui quand même touchent des dizaines, des centaines de millions de personnes sur le monde. Le travail qui se fait sur l'espace, évidemment. Le travail qui se fait sur la biodiversité et la valorisation des ressources naturelles. Et d'une manière plus générale, le travail qui se fait sur la diversité culturelle, les migrations et en même temps les problématiques de cohésion sociale, ça peut produire des recherches utiles au monde entier. C'est ça qu'on veut soutenir. Si cette matinée marque évidemment un accomplissement, chacun s'accorde à dire qu'il ne s'agit que d'une première étape vers le rayonnement. Ça ne fait que commencer, parce qu'il faut continuer à former des étudiants, ils sont de plus en plus nombreux. Il y avait 500 étudiants il y a 15 ans, il y a aujourd'hui 3000 étudiants, plus de 3000, 3500 étudiants sur le campus. Il faut recruter des enseignants-chercheurs. Nous demandons à nos jeunes Guyanais de passer leur doctorat, d'aller chercher leur qualification. Les enjeux sont multiples, ils touchent à l'éducation, ils touchent aux besoins du monde socio-professionnel, ils concernent également la formation continue et là c'est essentiel. Il va falloir monter en compétences en Guyane et notre institut universitaire de formation continue, en partenariat avec l'OPRF en particulier, eh bien, aura des propositions intéressantes à faire pour le territoire. Entre les découpes de rubans, les dévoilements de plaques et les arbres plantés, le protocole n'est qu'à peine perturbé lorsque des syndicalistes sortent une banderole contre la loi travail. On s'est battu pour l'université de Guyane, on était fiers aujourd'hui de pouvoir l'inaugurer et la raison pour laquelle on s'était battu, c'était permettre à la jeunesse guyanaise d'avoir accès aux études supérieures en restant au pays. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est une fois qu'on sort avec un diplôme, quel est le dessein des étudiants? Se retrouver chômeur, se retrouver précaire à vie, avec plus aucun contrat, plus aucun droit en tant que salarié, ou pouvoir se projeter dans l'avenir en bénéficiant de conditions de travail qui soient décentes. Désormais une véritable entité à part entière, il ne reste plus à l'Université de Guyane que de savoir se vendre pour séduire les chercheurs internationaux. Et après une visite de 2 jours, le secrétaire d'État à la recherche et l'enseignement supérieur quitte le département ce soir. Entre le lancement d'une fusée Ariane hier soir et l'inauguration de l'université ce matin, il s'est entretenu avec le président de la collectivité territoriale. Entre autres points évoqués, un état des lieux, des filières d'enseignement supérieur présents sur le territoire et celles qui pourraient être développées prochainement. On écoute à ce propos le président de la CTG au micro de Xavier Paul Lepelletier. Nous avons pu échanger sur tous les schémas normatifs de l'université, en particulier le schéma portant sur l'enseignement supérieur. Nous avons discuté également sur le schéma de la recherche et de l'innovation et enfin sur le SAR. Ce sont les outils qui vont permettre d'avoir une université du XXIe siècle, c'est-à-dire ouverte sur la Caraïbe, l'Amérique du Sud, qui soit un pôle attractif sur l'ensemble des filières, de la médecine, du bois, de la recherche, de la biodiversité. En faire aujourd'hui un véritable pôle qui soit une transversale des savoirs et savoir-faire. Et nous avons les moyens, nous avons les potentialités, nous avons un personnel adéquat. Il faut encore attirer d'autres personnels de façon qu'elles soient reconnues et qu'elles puissent avoir ces imbrications avec la Caraïbe et l'Amérique du Sud. Restez avec nous dans quelques instants. Notre enquête sur un bateau de plaisance acheté par l'ancien maire d'Irakubo pour les touristes et qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent. Et puis nous verrons la 5e édition de l'opération Sécurité routière très réaliste qui s'est déroulée aujourd'hui au lycée Jean-Marie Michotte. Image à découvrir dans quelques instants. Mais d'abord, cette découverte scientifique à la mi-janvier, une jeune fille de 15 ans présentait des troubles d'hémiplégie gauche et de rétention urinaire. Il s'est avéré qu'elle souffrait d'une myélite, une maladie de la moelle épinière dont le lien avec le virus Zika a été établi selon une étude scientifique révélée aujourd'hui. On écoute les explications du docteur Annie Lanuzel, interrogée par Bénédicte Jourdier. Donc elle avait présenté une semaine auparavant des maux de tête.
Ensuite, elle a eu donc une baisse de la force musculaire d'un côté, puis donc des 4 membres. Donc, on a suspecté le diagnostic de myélite. On a fait une IRM qui a confirmé une inflammation de la moelle épinière. Et ensuite, pour trouver la raison pour laquelle elle avait fait cette myélite, on analyse le liquide céphalorachidien en faisant une ponction lombaire. Et là, on cherche différents types d'agents qui sont susceptibles de provoquer une myélite, donc plusieurs virus dont on sait qu'ils peuvent donner une myélite, l'herpès, on sait aussi que, exceptionnellement, mais ça existe, la dengue peut donner des myélites. Et là, on a également cherché le virus Zika parce qu'on savait qu'il sévissait dans la zone Caraïbe, et on a trouvé la présence du virus dans le liquide qui entoure le système nerveux central. Tous les autres agents infectieux, tous les autres virus étaient négatifs. On ne sait pas actuellement, et on n'a aucune idée de la fréquence de ces complications neurologiques. On a un cas, on espère fort que ce sera un cas isolé. On sait que par exemple pour la dengue, il y a quelques cas, mais sur le nombre de dengues qui ont été diagnostiqués, c'est très peu fréquent. On espère que pour le Zika, ça sera la même chose, mais en tout cas, dans l'état actuel des connaissances, ça n'a pas été décrit, c'est le premier cas. Il faut néanmoins en avoir connaissance puisqu'il faut savoir le diagnostiquer pour le prendre en charge et mettre en route le traitement le plus rapidement possible. Je rejoins maintenant notre invité du jour, Alain Thiennion, chef de l'opposition à la CTG. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Thiennion, nous avons reçu sur ce plateau le président de la CTG pour revenir sur les chiffres dont on parle depuis quelques jours. La question du déficit, plus de 100 millions d'euros prévus sur 5 ans pour la CTG d'après l'audit du sénateur Georges Tilly. On voit donc des sommes en héritage de 2 anciens conseils généraux et régionaux. Est-ce que vous confirmez ce chiffre ? Non, je ne confirme rien. Tout simplement dire que les sorties du président de la CTG sont pathétiques depuis quelque temps. Donc je constate tout simplement qu'il y a une différence entre ce qui avait été annoncé lors de la campagne, où M. Rodolphe Alexandre disait qu'il avait les moyens de subvenir aux besoins de cette CTG, puisqu'il avait un budget de plus d'1 milliard d'euros, incluant notamment les fonds européens. Ce qui n'est pas normal, puisque les fonds européens ne font pas partie du budget de la CTG. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que face aux difficultés qu'il connaissait, et c'est pour cela que je dis que c'est de l'imposture, puisqu'il a mené une campagne en connaissance de cause, et il a fait donc des promesses qu'il ne peut pas tenir. Donc aujourd'hui, M. Alexandre est face à ses responsabilités, il cherche toutes sortes de prétextes pour se dédouaner de son incurie et de son inaction qui sont déjà manifestes. Donc je ne suis pas étonné de l'attitude du personnage, tout simplement je dis qu'il faut qu'on arrête de jouer. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il a fait un rapport avec son ami Georges Tilly, qui était son soutien de campagne, donc le citoyen peut se poser la question de l'impartialité et du sérieux de ce rapport. Ce que je constate quand même, c'est que ce rapport contient des éléments sans doute qui ne pouvaient pas être occultés par le président de région. C'est la dette de l'ancienne région qui est de l'ordre de 138 millions d'euros. 132 millions de dettes à long terme et donc 6 millions d'emprunts à court terme, ce qui fait 138 millions d'euros. Et le Conseil général, qui a un budget de 431 millions d'euros, a un encours d'emprunt de l'ordre de 48 millions d'euros. Cherchez l'erreur. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut... Justement, simplement pour rebondir là-dessus, le président justement de la CTG pointait du doigt votre bilan, celui du Conseil général, et donc vous contestez également ces chiffres-là. Eh bien aujourd'hui, il m'appartient de compléter le rendu qu'il a fait de ce rapport, puisqu'il a parlé que du Conseil général. Donc aujourd'hui, je suis sur votre plateau pour parler du Conseil régional. Donc c'est un rendu qui a été tronqué, qui était tronqué, et ça, tout simplement, de façon insidieuse, pour pouvoir donc jeter le discrédit sur moi-même et sur le Conseil général, sur l'ex-Conseil général. Ce que je dis au président de région, c'est que, enfin, à l'ex-président de région, c'est qu'il a fait des promesses et que c'est les électeurs qui ont voté pour lui, sans doute pas ceux qui ont voté pour moi, puisque je considère que les électeurs qui ont voté pour nous, en tout cas pour la liste que je conduisais avec les policiers qui m'ont accompagné, c'est un vote de conviction qui nous a été donné. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il doit assumer. Nous sommes face à comme je vous l'ai dit, à une imposture, c'est du très haut vol. Et ce que vous devez, si vous avez lu le rapport, c'est un rapport de 39 pages qui fait des préconisations notamment. Et toutes les préconisations qui sont faites vont à l'encontre des promesses faites
par Rodolphe Alexandre. Donc notamment... Qu'est-ce que l'opposition propose justement par rapport à ces préconisations? L'opposition propose ce qu'il a proposé dans son programme, c'est de dire que nous avons identifié qu'il y avait des difficultés financières, c'est ce que j'ai toujours dit. Je n'ai cessé de répéter à chaque élaboration de budget que le Conseil général était en difficulté. Ce qui nous a poussé d'ailleurs à prendre des décisions en matière d'arrêt de la rémunération des prêtres. En parlant du... Et voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes face, et c'est pour ça que je vous parle de tromperie, de programmes mensongers. Donc aujourd'hui, M. Alexandre est face à ses responsabilités qu'il les assume. C'était le combat de sa vie. Donc pour en venir à ces préconisations qui sont contraires à ce qu'il a promis. Aujourd'hui, je suis étonné de voir que les recommandations du rapporteur, donc Georges Othily, c'est de proposer que la question des prêtres et la question des chefs coutumiers soient transférées à l'État. C'est de proposer notamment qu'on diminue le budget de l'action sociale de 6%. Ce qui est compliqué lorsque vous n'avez rien fait dans le domaine de l'économie. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que... Je vais maintenant vous poser une question, si vous le permettez, parce que vous allez très loin, et c'est très bien, parce qu'on vous entend, on comprend ce que vous expliquez. Seulement, je voulais revenir sur la question de l'augmentation de la masse salariale au Conseil général. À quelques mois, quelques jours des élections l'année dernière, c'était souligné également par Rodolphe Alexandre. Pour quelles raisons Alors, ce qu'il a dit, c'est que j'ai fait des embauches au mois de novembre, 174 embauches. Si vous avez lu le rapport, cela n'est pas dans le rapport. Et c'est cette façon insidieuse de lancer des satellites et de voir ce que ça donne comme résultat. Ce rapport dit que le Conseil général a fait 317 embauches en 2015, et je vous précise aujourd'hui qu'il y a 80% de renouvellement de contrats. Il y a effectivement des créations de postes dans le domaine de l'assistance familiale, puisqu'il y a des enfants qui sont à garder. Il y a eu 4 créations de postes d'assistants sociaux. Et puis, il y a eu, bien sûr, les 2 collèges qui ont été ouverts, il y a 10 créations de postes. Donc, telles sont les nouvelles embauches qui ont été faites. Mais cela, non pas au détriment de la masse salariale, puisque cela a été compensé notamment par des départs à la retraite. Donc, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que le Conseil régional a augmenté sa masse salariale de l'ordre de 15%. M. Rodolphe Alexandre n'en a pas fait état. Donc, aujourd'hui, nous sommes face à quelqu'un qui essaie de sauver sa peau face à des promesses qui ne pourront pas être tenues. Et ça, c'est son problème, puisque c'était le combat de sa vie. On comprend ce combat et ce conflit. Revenons maintenant à aujourd'hui. Est-ce que ce qu'il faut faire, finalement, pour que la CTG aille mieux ? À charge pour lui de vous dire ce qu'il doit faire. En tant que représentant de l'opposition, vous avez des idées, vous avez des choses à proposer. J'ai été président du Conseil général pendant 7 ans et 9 mois, et je n'ai jamais pleuré. Même en période de difficulté, je suis toujours venu pour assumer mes responsabilités. Donc aujourd'hui, il vous appartient d'appeler le président de la CTG et lui demander ce qu'il compte faire. En tout cas, ce que nous avons dit, c'est qu'il faut une nouvelle relation avec l'État. Et nous avons dit lors de la campagne que si nous étions à la tête de cette collectivité, nous aurions entamé une négociation avec l'État sur le développement économique de ce pays. Et j'avais même appelé sur vos plateaux et sur les plateaux de vos confrères, donc des autres médias, que si l'État n'entendait pas raison, que j'appellerai la population à la mobilisation. Donc tels sont les éléments que j'ai livrés pendant la campagne, et nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc à charge pour le président de la nouvelle collectivité de vous dire ce qu'il compte faire pour se sortir d'affaires. C'est entendu. Simplement une dernière question très rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui finalement il ne faudrait pas l'unité pour que la Guyane s'en sorte, pour que la CTG s'en sorte dans cette histoire ? Pour avoir l'unité, ne faudrait-il pas déjà que Monsieur le Président de Région soit courtois ? Donc il balance des satellites qui ne trouvent pas d'orbite. Il est comme une vierge qui a été effarouchée et qui n'a jamais connu d'homme. Et il n'a jamais rien fait. En tout cas, c'est sa façon de faire. Ce que je dis à la population, c'est qu'ils sont face à quelqu'un qui a fait des promesses qui était mensongère et qui ne peut pas tenir. Et aujourd'hui, dans la mesure où c'était le combat de sa vie, qu'il l'assume. Merci M. Thielliong d'avoir répondu à toutes ces questions. Intéressons-nous maintenant à cette affaire, un investissement de près de 120 000 € laissé à l'abandon depuis 2013. Le bateau Sissi avait été acheté par l'ancienne municipalité d'Irakubo pour développer le tourisme dans la commune, mais n'a jamais été utilisé. Après avoir même été oublié, vandalisé, le Sissi pourrait retrouver aujourd'hui une nouvelle jeunesse. Un reportage signé Maxime de la Houplière et Jonathan Lariot. La médiathèque municipale comme seul refuge pour un bateau qui n'a encore jamais vraiment vu l'eau. Le Sissi, c'est son nom, a été acheté 127 000 € par l'ancienne municipalité en 2013. L'objectif, développer le tourisme local, mais depuis 2 ans, c'est le silence radio. Oui, j'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas pourquoi ils ne marchent pas. Comme s'il y a des touristes qui viennent, ils veulent connaître. C'est bien s'il y a quelque chose qui peut nous apporter quelque part. La seule chose que je sais, c'est qu'il n'est pas utilisé. Il y a eu un problème et le maire a empêché son utilisation.
Ils ont mis la charrue avant les bœufs, je dirais. Parce qu'il a manqué beaucoup de choses à faire pour mettre le bateau sur l'eau. Et en fin de compte, maintenant nous que nous sommes là, nous allons bientôt ouvrir l'Office du tourisme. Et grâce à l'ouverture de l'Office du tourisme, mettre en place justement le projet de mettre le bateau sur l'eau. Une étude précise de l'environnement et la réfection des berges ont donc été entamées. Un hangar à bateau a été construit et des réparations ont été entreprises, car pour couronner le tout, le Sissi a été vandalisé peu après son acquisition. Il a subi des dégradations, à savoir qu'il y a eu un trou dans la coque, il y a eu aussi des dégradations au niveau des batteries solaires et des panneaux solaires, parce que c'est un bateau électrosolaire. C'est vrai que c'est une technologie innovante pour la Guyane, et c'est le premier bateau de ce type-là en Guyane. Et donc il y a eu des réparations, près de 21 000 € de réparations, pour pouvoir remettre de nouvelles batteries à jour et puis réparer les trous qu'il y avait eu dans la coque. La mairie d'Irakubo mise sur une remise en service du Sissi dès juillet prochain. Les habitants et les touristes pourront bientôt découvrir la ville au fil de l'eau. Info en bref maintenant avec le deuxième lancement réussi pour Ariane 5 hier soir. À 2h20, le lanceur européen a décollé avec à son bord un seul satellite, Eutelsat 65, qui servira aux besoins Internet de notre voisin le Brésil. Après quelques minutes de vol, il a été placé en orbite. Il s'agit du 71e lancement successif réussi pour le lanceur européen Ariane. Prochain rendez-vous prévu au Centre spatial guyanais le 22 avril prochain pour une fusée cette fois Soyouz. À compter du mois d'avril prochain, l'épreuve du code de la route va subir plusieurs modifications. Les candidats devront étudier un peu plus pour espérer décrocher le code et les procédures d'inscription seront aussi dépoussiérées. Des changements qui posent quelques problèmes aux moniteurs d'auto-école. Exemple en Martinique avec Alvin Courcy. Conduire, c'est en partie prévoir le comportement des autres et les prévenir de nos intentions tout en contrôlant la trajectoire de la voiture et en partageant avec eux l'espace routier. C'est en vidéo que les candidats au code de la route apprendront à respecter les priorités. Une théorie plus proche de la réalité pour mieux anticiper la conduite. Ce qui est bien, c'est que nous travaillons en système d'image animée. Donc nous travaillons avec l'élève. Donc l'élève est toujours accompagné en présence d'un moniteur. Donc comme vous le voyez, donc nous mettons pause et nous expliquons pour que l'élève justement ait sa connaissance beaucoup plus enrichie. Sur les 40 questions du code de la route, seules quelques-unes seront en image animée. Les autres resteront sur un support photo et les élèves ont l'air d'apprécier cette nouveauté. Ça change parce que par rapport aux images, les petites scènes qu'on a, les petites vidéos, ça permet de nous mettre dans la situation. Il y a des petits trucs, des petites signalisations que par rapport aux images, on n'aurait pas pu voir. Lors de l'apprentissage du code, il y aura 300 questions à maîtriser en plus des 700 déjà en vigueur. Ils vont développer tout ce qui sera éco, conduite, économie de la conduite, pareil. Tout ce qui sera porté sur le premier secours. Donc les élèves vont devoir plus connaître tout ce qui est sécurité routière, ce qu'on faisait déjà de base, mais là ce sera beaucoup plus développé, donc forcément ça fait peur. Mais la réforme ne s'arrête pas là. Pour s'inscrire à l'épreuve du code de la route, un candidat devra passer par un prestataire de services privé, moyennant la somme de 30 €. Par la poste ou par internet, la réforme ne le précise pas, mais cela représente déjà un manque à gagner pour les écoles de conduite. Nous justement, nous sommes perdants, donc avant, nous avions une présentation, donc l'élève avait une présentation à payer s'il voulait se présenter au code. Mais maintenant, ça va se faire administrativement, donc concernant la poste, etc. Donc ce sera eux qui demanderont à l'élève directement de payer une certaine somme, donc qui est actuellement de 30 € pour pouvoir se présenter à l'examen. Jusqu'à présent, dans les moto-écoles, les jeunes motards de moins de 24 ans étaient bridés à une puissance de 37 chevaux, soit le permis A2. La nouvelle réforme souhaite appliquer cette restriction à tous les nouveaux motards sans limite d'âge. Une fois le permis obtenu, il faudra reprendre 7 heures de conduite et repasser à nouveau l'épreuve pratique pour pouvoir conduire une moto plus puissante. Le candidat qui a plus de 40 ans, il n'a pas forcément besoin d'acheter une moto. Il n'avait pas aussi l'intention d'acheter une moto qui était limitée à 37 chevaux, ce qu'on appelle les motos bridées. Donc on serait obligé de passer par ce système-là. Ça le ferait peut-être un double achat, ou peut-être cela aussi pour reculer son passage à l'examen, ou peut-être décider de ne pas le faire non plus aussi. La réforme devrait rentrer en vigueur le 2 avril prochain, mais pourrait être repoussée au mois de mai.
Sécurité routière toujours, cette fois en Guyane, avec cet exercice qui s'est déroulé au lycée professionnel Jean-Marie Michotte à Cayenne ce matin. La 5e édition de cette opération, sensibilisation des jeunes aux dangers de la route, le tout dans une mise en scène bien travaillée, comme nous le montre Kervin Alcide et Mylène Oscar. Une scène spectaculaire dans la cour du lycée Michotte ce matin. Une voiture qui emprisonne son occupant et des pompiers qui s'affairent autour d'elle. L'établissement organise la 5e édition de sa journée de sécurité routière. Le but de cette manifestation, c'est sensibiliser un petit peu les jeunes sur la sécurité routière. Et donc cette année, c'est le complément de cette action, c'est d'avoir les pompiers, puisque l'année dernière, on n'a pas pu avoir justement. Étape par étape, les pompiers procèdent à l'extraction de la jeune victime devant ses camarades de classe. Chaque opération est dûment expliquée afin de mieux sensibiliser ce jeune public très attentif. Il y a un changement de comportement effectivement par rapport à ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Par rapport à ça, parce qu'ils posent des questions les jeunes. Ils posent des questions. On a pas mal de logiciels qui nous permettent de montrer le comportement en situation urbaine et en fin de compte sur les autoroutes. Et nous faisons passer les jeunes sur le simulateur de voiture, des jeunes qui ont le permis, les sensibiliser par exemple, anticiper sur ce qu'ils ont vu et éviter qu'ils reproduisent la même chose en pratique quand ils se trouvent dans les rues de Cayenne. Pour améliorer la sensibilisation auprès des jeunes, la Guyane espère se doter prochainement d'une voiture tonneau. Reste à boucler le budget estimé à 35 000 €. C'est la fin de votre journal local, mais l'info continue sur ATV Guyane avec nos confrères de BFM TV. À tout à l'heure.